Le sujet d'aujourd'hui portera sur la fibrose pulmonaire et la sclérodermie Québec. Comme je l'ai mentionné, on était à environ une quarantaine de participants. On en attendait un peu plus, mais on est bien content de vous voir en grand nombre. Je vous annonce que la conférence, comme les autres avant, est enregistrée. Pardon. Et comme il est de mise avec ce type de conférence, j'ai quelques petites règles ici et là à vous parler avant de débuter le tout. Donc, comme je vous demandais là, au début, si c'est possible de vous assurer que votre caméra et vos micros sont fermés. Théoriquement, ça devrait déjà être le cas, mais juste vous assurer, ça va nous aider là, à ce que tout le monde comprenne bien les propos de nos deux participantes aujourd'hui. Il y a aussi un courriel qui va vous être fourni dans la boîte de chat. Si vous avez des questions par rapport à Sclérodermie Québec, par rapport à l'organisation ou quoi que ce soit, vous pouvez poser vos questions ici. Je dépose le courriel à l'instant. L'objectif, là, c'est ça, c'est si vous avez des questions par rapport à l'organisation des conférences, à Sclérodermie Québec en tant que tel ou quoi que ce soit, vous pouvez poser vos questions à ce courriel-là et on vous répondra là, le plus rapidement possible. Je vous passe rapidement par-dessus le déroulement de la conférence de ce soir. Donc, on débute là, à l'instant la conférence. Je vous fais la petite présentation qui va durer 2-3 minutes et je vais passer la parole à Dr Dion qui va vous présenter un PowerPoint sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui pour une trentaine, peut-être 40 minutes. Et ensuite, après la présentation de Dr Dion, il y aura un témoignage de Mme Poirier pour environ 10 minutes encore une fois. Et ensuite, après les deux présentations, je vais animer une petite période de questions. La période de questions va tirer les questions que vous allez m'envoyer dans le chat. Donc, si vous avez des questions ici et là à travers la conférence, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour poser vos questions, puis je les accumulerai, puis je les poserai à la fin. La période de questions devrait durer environ, dépendamment du temps là, qui va nous rester, peut-être une vingtaine de minutes. Je vous en donnerai plus de détails rendus là. Sinon, c'est à peu près ça. On vise la fin de la conférence vers 8h20, 8h30, dépendamment de la participation. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr Dion, mais juste avant de lui laisser la parole, là, je vais vous l'introduire pour peut-être, parce que peut-être qu'il y a d'entre vous qui ne connaissaient pas Dr Dion. Donc, Dr Dion est pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ. Elle est responsable médicale de la clinique des maladies interstitielles pulmonaires de l'IUCPQ et elle participe activement à la clinique d'hypertension pulmonaire et à celle de FKP et de l'IUCPQ, pardon. Donc, Dr Dion, je vous laisse la parole et je vous laisse présenter votre PowerPoint. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Très bien. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, comme Xavier le mentionnait, je crois que plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas nécessairement parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens également de la région de Montréal. Donc, effectivement, moi, je suis pneumologue à l'IUCPQ à Québec, qui est l'Institut de pneumologie et de cardiologie de Québec. Je travaille là depuis 10 ans. Avant d'arriver à l'IUCPQ, j'ai fait une formation supplémentaire de 2 ans en maladie interstitielle, donc en fibrose pulmonaire en France, à Paris. Et quand je suis revenue à l'UCPQ, en fait, on a fondé la clinique des maladies interstitielles qui regroupe maintenant 1000 patients qu'on suit, en fait, à l'UCPQ. Et parmi ces 1000 patients-là, il y a environ le tiers qui sont des maladies interstitielles reliées aux connectivites, dont la sclérodermie. Donc, les atteintes interstitielles de sclérodermie et les gens sclérodermiques, c'est quand même une bonne proportion de notre clientèle. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui justement de venir discuter avec vous là, des nouveautés dans le domaine de la fibrose pulmonaire et de la sclérodermie. Donc, c'est une présentation effectivement qui va durer à peu près, grosso modo, 30 minutes. Mais il va y avoir une bonne portion, en fait, beaucoup de temps à la fin. Si vous avez des questions spécifiques, je vais rester disponible sans aucun problème. Donc, pour commencer, en fait, alors,
vous vous souviendrez que la sclérodermie, bien, c'est une maladie auto-immune. Auto-immune voulant dire que c'est notre corps qui fabrique des anticorps qui vont être dirigés contre nos propres cellules. Puis, ces auto-anticorps-là qu'on appelle vont entraîner, d'une part, de l'inflammation de certains organes, une atteinte des petits vaisseaux sanguins, puis également peuvent entraîner la formation de fibrose excessive, ce qu'on appelle aussi un durcissement de la peau ou de divers organes, dont les poumons. Lorsque l'inflammation et la fibrose atteignent les poumons, on appelle ça une fibrose pulmonaire, mais c'est également un autre terme synonyme qu'on peut employer, c'est une maladie pulmonaire interstitielle. En fait, les maladies pulmonaires interstitielles, c'est une grosse catégorie de maladies. Il y a plus de 200 maladies qu'on regroupe ensemble sous le vocable de maladies interstitielles. Mais la sclérodermie, c'est une de ces maladies interstitielles-là, en fait. Donc, ça fait partie de ce grand groupe-là de maladies pulmonaires interstitielles. Donc, dans la présentation, si vous entendez maladie interstitielle ou fibrose pulmonaire, sachez que c'est des synonymes. Donc, on sait que la sclérodermie peut atteindre plusieurs organes. Vous connaissez bien l'atteinte cutanée de la sclérodermie. On sait que la sclérodermie peut aussi atteindre, entre autres, les intestins, peut donner également une atteinte de l'œsophage et donner du reflux œsophagien. Au niveau du pulmonaire, en fait, les deux atteintes principales qu'on va retrouver, c'est d'une part la fibrose pulmonaire, qui va être l'objet en fait de cette présentation-là, mais une autre présentation également fréquente de la sclérodermie au niveau pulmonaire, c'est l'hypertension pulmonaire qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Donc, avant de discuter en fait de la fibrose pulmonaire, je pense que c'est pertinent et important de revoir un peu les mécanismes d'action en fait du poumon, voir comment le poumon fonctionne, c'est quoi l'anatomie générale des poumons, puis ça va vous aider ensuite à mieux comprendre la fibrose pulmonaire puis ses retentissements. En fait, sur cette diapositive-là, à gauche, ce que vous pouvez voir, c'est l'anatomie générale du poumon. Donc, quand on inspire, donc le poumon, en fait, sa fonction principale, c'est d'amener de l'oxygène dans le sang, puis ce qui va permettre ensuite d'aller oxygéner les organes vitaux, comme le cœur, le cerveau, les muscles, entre autres. Donc, le poumon, comment il fonctionne, c'est que quand on inspire, il va y avoir de l'air qui va rentrer dans la trachée, donc qui est le tube principal au niveau de la gorge, et puis ça va descendre dans les bronches. Donc ici, on va atteindre la bronche souche droite qui va aller, en fait, amener de l'air dans le poumon droit, puis la bronche souche gauche qui va amener de l'air du poumon gauche. Puis les bronches, plus elles vont aller loin dans le poumon, plus elles vont devenir petites, puis on va appeler ça, quand ils vont devenir très petites, des bronchioles. Donc, c'est comme si on amenait de l'air dans une grosse autoroute, puis plus on arrive loin, mais plus on arrive dans les petites routes de campagne. Puis le but, c'est d'amener l'oxygène dans ce qu'on appelle les petites maisons qui sont au bout des routes de campagne, qu'on appelle les alvéoles. Les alvéoles, grossièrement, c'est comme des petits sacs qui contiennent de l'air. Donc, l'air va arriver au niveau des alvéoles. Puis quand l'air va être rendu au niveau des alvéoles, ce qu'on voit sur le schéma de droite, ben, l'oxygène qui est contenu dans l'air va traverser la paroi de l'alvéole, puis il va aller dans les vaisseaux sanguins pour ensuite être dirigé vers les organes vitaux qui ont besoin d'oxygène. Puis quand les organes consomment de l'oxygène, ben, ils vont relâcher des déchets, entre autres le CO2, ce qu'on appelle également le dioxyde de carbone, qui lui va revenir par les veines, puis il va revenir en fait donc vers les veines pulmonaires. Puis lui, quand les veines arrivent proches des alvéoles, bien, le CO2 va retraverser dans les alvéoles, puis quand on va expirer, bien, ce CO2-là va être relâché. Donc, ça, c'est le mécanisme général, en fait, des poumons. Le poumon, il est aussi formé, il y a également de l'interstice pulmonaire au niveau de l'anatomie du poumon. L'interstice, en fait, c'est un ensemble de tissus conjonctifs larges qui va entourer les voies aériennes, qui va entourer les vaisseaux sanguins pulmonaires, puis il va aussi entourer le poumon. Donc, il va se retrouver au niveau de l'enveloppe du poumon qu'on appelle également la plaie. Donc, l'interstice pulmonaire, ou ce qu'on appelle également l'interstitium, c'est un peu l'équivalent de la charpente d'une maison. C'est ce qui permet de maintenir les constituants du poumon en place. Puis l'interstitium pulmonaire, bien, c'est le siège de la fibrose pulmonaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître l'interstitium pulmonaire. Donc, dans les maladies interstitielles, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une accumulation excessive de tissu cicatriciel au niveau de cet interstitium pulmonaire, puis ça va entraîner un épaississement de celui-ci. Donc, si on voit des pièces pathologiques, donc ici à gauche, c'est quand on regarde au microscope des alvéoles pulmonaires. Donc ça, c'est un tissu pulmonaire normal à gauche, puis à droite, c'est un tissu fibrosé, où est-ce que vous voyez que la paroi des alvéoles, il y a vraiment un épaississement entre les alvéoles, donc au niveau de l'interstice entre les alvéoles.
Donc, qu'est-ce que ça va amener comme répercussion d'avoir un épaississement, en fait, de l'interstice pulmonaire ou une cicatrisation de l'interstice pulmonaire? Mais ça va entraîner, d'une part, une réduction du volume des poumons. Donc, les poumons vont devenir grossièrement plus petits, mais également plus rigides. Donc, ça va être plus difficile en prenant une grande inspiration de faire pénétrer l'air. Et également, ça va entraîner comme autre conséquence un problème des échanges gazeux. C'est-à-dire que comme si vous voyez dans l'image du bas à droite, bien, on a un interstice qui est épaissi, ce qui fait que l'oxygène va avoir de la difficulté à traverser la paroi de l'alvéole pour aller se retrouver dans la circulation sanguine. Donc, vraiment, il va y avoir un défaut des échanges gazeux. Ce que ça va faire, c'est que les patients peuvent manquer d'oxygène. Donc, initialement, c'est surtout à l'effort qu'on va voir ce retentissement-là, c'est-à-dire que les gens au repos, qui ont une fibrose pulmonaire, mais qui ont une atteinte légère, vont avoir une baisse, ils vont avoir une saturation normale, donc un taux d'oxygène normal. Si on met un saturomètre au bout du doigt, la saturation va être normale. Par contre, lorsqu'ils vont s'activer, bien, le poumon ne sera pas capable de suffire à la demande et à ce moment-là, le taux d'oxygène va baisser à l'effort. Donc, ça, c'est souvent un des premiers signes évocateurs de la maladie. Dans les formes plus avancées, plus sévères de la maladie, bien, l'épaississement va être tellement important que même au repos, le poumon va avoir de la difficulté à remplir son rôle au niveau des échanges gazeux. Puis à ce moment-là, ça peut entraîner une baisse sous d'oxygène même au repos et entraîner à ce moment-là des besoins d'oxygène chez les patients. Maintenant, est-ce que c'est fréquent, la fibrose pulmonaire dans la sclérodermie? Bien, la réponse à cette question, c'est oui. C'est-à-dire, si on faisait une tomonostométrie thoracique à tous les patients qui ont une sclérodermie, donc on se rappellera qu'une tomonostométrie, c'est ce qu'on appelle aussi un scanner, ou à Québec, on appelle ça un TACO. Donc, si on faisait cette imagerie-là à tous les gens qui ont une sclérodermie, bien, on retrouverait une atteinte interstitielle, donc une fibrose pulmonaire chez environ la moitié des malades. Donc, vous voyez que c'est quand même fréquent. Par contre, la majorité de ces malades-là auront peu ou pas d'impact de cette fibrose pulmonaire et ne seront pas symptomatiques de cette dernière. C'est environ 25 des gens, en fait, qui ont une atteinte interstitielle où est-ce que c'est clairement symptomatique et que ça va nécessiter une prise en charge et un traitement. Maintenant, qui sont plus à risque de développer une fibrose pulmonaire dans la sclérodermie? Bien, tout d'abord, il faut savoir que la fibrose pulmonaire, c'est une maladie qui a tendance à arriver précocement dans l'évolution de la maladie. Donc, c'est souvent dans les 4 premières années qui suivent le diagnostic de la sclérodermie qu'on va voir la fibrose pulmonaire arriver. Les autres facteurs de risque, en fait, qui font en sorte que les gens vont être plus vulnérables à développer une fibrose pulmonaire s'ils sont sclérodermiques, en fait, ça va être le sexe masculin, c'est-à-dire qu'on sait que la fibrose pulmonaire dans la sclérodermie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. On sait que c'est également plus fréquent chez les gens de race noire, également chez les gens qui ont un tabagisme actif ou ancien, donc les fumeurs actifs ou ceux qui ont déjà fumé. Également, on sait que les patients qui ont une forme diffuse de sclérodermie, c'est-à-dire ceux qui ont une atteinte cutanée très extensive, ou les gens qui ont également une atteinte d'autres organes, donc on appelle une atteinte systémique, par exemple une atteinte cardiaque, musculaire ou digestive de la sclérodermie, vont être plus à risque d'avoir également de la fibrose pulmonaire. Puis on sait qu'il y a certains anticorps qui donnent la sclérodermie. Il y en a plus d'un type, mais entre autres l'anticorps qu'on appelle antitopoisomérase 1 ou l'anti-SCL70, qui est également plus fréquent dans les formes diffuses de sclérodermie, mais c'est également un anticorps qui a tendance à davantage donner de la fibrose pulmonaire. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont présenter comme symptômes quand ils ont de la fibrose pulmonaire? Bien, il faut savoir que les symptômes sont très non spécifiques. Habituellement, les gens vont retrouver de l'essoufflement qui va être lentement évolutif, puis également une toux qui est habituellement sèche. Par contre, initialement, lorsque la tête est légère, bien, les gens vont être peu symptomatiques de cette maladie. Puis comme je l'ai dit, ça peut être une découverte par hasard lors d'une imagerie où on va retrouver la fibrose, mais les gens étaient peu symptomatiques. Puis il faut également savoir que si les gens sont peu actifs, soit parce que c'est des gens qui sont habitués à être peu actifs et n'ont pas d'intérêt nécessairement à faire de l'exercice physique, ou si c'est des personnes qui sont peu actives parce qu'ils sont impactés par leur sclérodermie, limitées au niveau de leurs efforts physiques en raison de problèmes, par exemple, de musculaires ou articulaires, bien, ils peuvent sous-estimer à ce moment-là leurs symptômes. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une fibrose qui peut être plus importante que pensée, mais que les gens ne s'en sentaient pas symptomatiques parce qu'en fait, ils ne se mettaient pas suffisamment à l'épreuve pour ressentir les répercussions de la fibrose pulmonaire. Donc, ça, c'est les symptômes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'examen physique? C'est-à-dire que
il y a des signes qui peuvent nous amener à penser que la personne a une fibrose pulmonaire. Puis, l'examen de choix, en fait, pour vérifier si la personne a une atteinte interstitielle, c'est l'auscultation pulmonaire. En fait, lorsqu'on ausculte une personne qui a une atteinte interstitielle, donc une fibrose pulmonaire, ce qu'on va retrouver chez pratiquement tous les malades, c'est des crépitants secs. Donc, les crépitants secs, on appelle ça également des râles velcro. Je vous mets l'image de gauche, en fait, ici, dans la diapositive, parce que effectivement, on appelle ça des râles velcro parce que c'est l'équivalent du bruit que fait un velcro quand on ouvre le velcro. Donc, c'est un peu ça le son qu'on va entendre quand on va scruter quelqu'un qui a une fibrose pulmonaire. J'ai mis également l'exemple de droite parce que de mon côté, je trouve également que ça ressemble beaucoup au bruit que ça fait quand on marche à l'automne dans des feuilles sèches. Donc, si vous pouvez vous imaginer un petit peu là, le bruit que ça peut faire quand on ausculte les poumons de quelqu'un qui a une fibrose pulmonaire. Donc, comme investigation, qu'est-ce qui peut nous amener à diagnostiquer une fibrose pulmonaire? Bien, tout d'abord, c'est la radiographie pulmonaire, qui est un examen de base pour l'investigation de la fibrose pulmonaire dans la sclérodermie. Ici, je vous montre un exemple de gauche d'une radiographie pulmonaire qui est normale. Donc, les gens sont toujours surpris. Les poumons, en fait, à la radiographie, ils sont noirs. Le noir, ça représente seulement l'air. Donc, nous, on est content quand les poumons sont noirs. Ça ne veut pas dire que c'est un patient qui est fumeur. Donc, quand on a une image noire comme ça, c'est une image que l'air est bien présent au niveau des poumons, est bien vu. Puis quand il y a des images blanches qui se rajoutent, bien là, c'est là que ça nous inquiète davantage de dire, bien, il y a peut-être une maladie qui est surajoutée. Le blanc ici, c'est le cœur. Puis l'exemple classique que les gens nous demandent, c'est que c'est quoi cette tache noire-là au niveau de la radiographie? Bien, ça, c'est de l'air dans l'estomac. Donc, ça, c'est pas du tout une maladie. Donc, les poumons, ici, c'est le diaphragme. Donc, le poumon commence ici, puis il va jusqu'en haut ici. Puis ça, c'est le cœur. Puis ça, c'est l'aorte. Donc, un gros vaisseau qui sort du cœur. Donc, dans la fibrose pulmonaire, qui est dans l'image de droite, ce qu'on va retrouver, comme vous le voyez ici, c'est que les poumons vont être plus petits. Donc, on va voir une réduction du volume pulmonaire. Puis, vous allez voir qu'il y a comme des images de petits cheveux qui se rajoutent, donc des petites lignes blanches ou des petites taches blanches qui se rajoutent. Bien, ça, c'est des signes suggestifs de fibrose pulmonaire. Maintenant, la radiographie pulmonaire, bien qu'elle est utile, puis elle est simple à faire, puis facilement disponible en clinique, c'est un examen qui manque un peu de précision. C'est-à-dire que si on a une fibrose pulmonaire qui est légère, bien, la radiographie pulmonaire peut apparaître normale, alors que si on faisait une tomodensitométrie, bien, on verrait quand même qu'il y a une fibrose pulmonaire. Si bien que si on veut mieux caractériser la fibrose pulmonaire, le meilleur examen, en fait, c'est ce qu'on appelle la tomodensitométrie. L'autre nom que vous pouvez entendre, c'est le CT scan. Vous allez peut-être entendre également HRCT. Vous allez peut-être également entendre TACO à Québec. Donc, ça, c'est tous des équivalents. Donc, l'examen, c'est une tomodensitométrie du thorax. Donc, ici, je vous montre un exemple de poumon, encore une fois, normal, à gauche. Donc, ici, c'est le cœur. Donc, un poumon normal, encore une fois, le noir pour l'air. Les petits points blancs ici, c'est les vaisseaux sanguins. À droite, en fait, c'est une image d'un poumon qui est fibrosé. Donc, on va voir qu'ici, c'est les branches dans les poumons fibrosés vont avoir de la traction à cause du parenchyme qui est fibrosé à tissu adjacent, puis ils vont être plus grosses que la normale. On appelle ça des bronchiectasies de traction. On voit également des fois dans la fibrose pulmonaire des petits trous comme ça dans le poumon qu'on appelle du nid d'abeille. Vous allez peut-être entendre également du honeycombing. Puis également, ça peut donner des zones d'inflammation où est-ce qu'on va voir des zones plus grisâtres comme ça au niveau des poumons. Puis également ce qu'on appelle des réticulations qui sont des lignes blanches comme on voit ici qui sont surajoutées. Donc ça, c'est des signes de fibrose pulmonaire. Maintenant, vous avez probablement peut-être déjà fait des tests de fonction respiratoire. Les tests de fonction respiratoire, si vous n'avez déjà fait, vous allez vous souvenir qu'on rentre dans une grosse cabine qui est transparente. Puis les tests de fonction respiratoire, en fait, ça nous permet de déterminer est-ce que la personne a effectivement des signes suggestifs de fibrose pulmonaire. Puis là, à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est que les poumons, au test de fonction respiratoire, leur volume va être plus petit que la normale. On va également pouvoir voir que la capacité qu'a le poumon de prendre l'oxygène et de l'envoyer dans le sang, donc de l'acheminer dans le sang, va être réduite chez les gens qui ont la fibrose pulmonaire. Donc, ça peut nous permettre de dépister des gens qui avaient une fibrose pulmonaire, qui n'étaient pas nécessairement suspectés. Ça nous permet, pour les gens qui ont suspecté une fibrose pulmonaire, de nous permettre de confirmer le diagnostic. Puis ça nous permet également, pour les gens qui ont déjà une fibrose pulmonaire établie, mais de suivre l'évolution de la maladie.
Donc, bref, les tests de fonction respiratoire, vous pouvez les voir utilisés quand on fait des dépistages annuels. Donc, il y a des rhumatologues qui vont faire des dépistages annuels avec des tests de fonction respiratoire pour voir s'il y a justement la survenue de complications comme la fibrose pulmonaire ou l'hypertension pulmonaire. Il y a également des fois des tests de fonction respiratoire qu'on va faire parce qu'on suspecte une fibrose pulmonaire. Par exemple, le pneumologue, le rhumatologue vous ausculte, entend des crépitants, l'auscultation, ou fait une radiographie pulmonaire, puis il a l'impression qu'il y a peut-être une fibrose, mais ça peut être une autre raison pour laquelle on va faire des tests de fonction respiratoire. Puis sinon, bien, si vous êtes déjà connu pour une fibrose pulmonaire, bien, comme vous le savez, bien, les tests de fonction respiratoire vont être faits pratiquement à chaque visite pour nous permettre de suivre l'évolution de votre maladie. Puis également, si vous avez un traitement pour la fibrose, bien, ça va nous permettre de voir est-ce que le traitement est efficace ou non, est-ce que le traitement nous a permis de stabiliser votre condition ou non. L'autre test qu'il est possible de réaliser, ou que vous avez peut-être déjà réalisé, c'est un test de marche de 6 minutes. Un test de marche, en fait, c'est qu'on va mettre deux bornes à 30 mètres de distance dans un grand corridor plat. Puis on va demander à la personne de marcher le plus rapidement possible entre ces deux bornes, puis de faire le plus d'aller-retour possible sur une période de 6 minutes. Puis ce qu'on va vérifier à ce moment-là, c'est la distance qui est parcourue, qu'on va comparer à quelqu'un du même sexe, du même âge, voir est-ce que finalement la tolérance à l'effort, elle est pareille que quelqu'un du même âge en bonne santé, ou est-ce qu'elle est finalement plus petite qu'attendue, qui encore une fois peut être un signe justement d'une limitation respiratoire à l'effort. Puis on va vérifier également la saturation en oxygène à l'effort, parce que comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les gens qui ont une fibrose pulmonaire, bien, un des signes initiaux de la maladie, c'est qu'on va avoir une désaturation à l'effort, donc une baisse du taux d'oxygène à l'effort. Donc, ça nous permet encore une fois d'aider pour le dépistage de la maladie interstitielle. Ça va nous permettre également de suivre la réponse au traitement chez les gens chez qui on a commencé un traitement. Maintenant, on parle de traitement depuis tout à l'heure, mais quand est-ce qu'on va offrir un traitement à des gens qui ont une fibrose pulmonaire et une sclérodermie? Bien, il faut savoir que ce n'est pas chez tout le monde qu'on va donner un traitement pour la fibrose pulmonaire. En fait, vous avez vu que la fibrose pulmonaire, elle est fréquente, mais que c'est seulement à peu près le quart des patients qui vont être vraiment symptomatiques et qui vont évoluer et nécessiter un traitement pour la fibrose pulmonaire. Donc, les gens qui ont une forme légère, asymptomatique, qui ont des tests de fonction respiratoire normaux ou quasiment normaux, bien, ces gens-là, habituellement, on ne leur proposera pas de traitement, puis on va plutôt proposer un suivi évolutif pour voir bien, est-ce qu'ils demeurent stables au niveau de leur fibrose ou est-ce que dans le futur, bien, en fait, ils évoluent et finalement ont besoin d'un traitement. On va favoriser un traitement chez les personnes qui ont une détérioration dans le temps de leurs symptômes, qui sont symptomatiques de leur fibrose pulmonaire et chez qui aussi on voit une altération au niveau de leur test de respiration, c'est-à-dire on fait des tests de fonction respiratoire et on voit que la fibrose entraîne un impact sur la fonction du poumon. Puis le but réaliste, en fait, du traitement, c'est surtout de stabiliser la maladie, de ralentir le déclin de la maladie, en sachant que dans la sclérodermie, la fibrose pulmonaire de la sclérodermie, bien, si on a une amélioration, habituellement, elle va être seulement légère et ça va être rare qu'on va pouvoir récupérer complètement ce qu'on a perdu, en fait, au niveau de l'atteinte, en sachant que c'est souvent des cicatrices qui s'installent, puis des cicatrices de fibrose pulmonaire, eh bien, c'est très difficile à renverser ces cicatrices-là. Donc, le but est surtout de ralentir le déclin, de stabiliser la maladie plutôt que de récupérer ce qui a été perdu. Si on parle d'abord des généralités de traitement qui s'appliquent à toutes les personnes qui ont une fibrose pulmonaire, peu importe la sorte de fibrose pulmonaire, bien, chez tous les patients qui ont une fibrose pulmonaire, bien, on va recommander un arrêt tabagique, puisque bien, on sait que le tabac est associé à des risques de cancer pulmonaire. On sait que les gens qui ont une fibrose pulmonaire sont également plus à risque de cancer. Donc, on ne veut pas rajouter des risques supplémentaires de cancer pulmonaire. L'autre chose, c'est qu'on sait que le tabac est également associé à d'autres maladies respiratoires, dont l'emphysème, et que si on ajoute un emphysème à la fibrose pulmonaire, bien, c'est également associé à une moins bonne évolution, à une maladie qui est souvent plus sévère. Donc, on recommande l'arrêt tabagique chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire. On recommande également de maintenir un poids santé, parce que vous comprendrez que les gens qui ont un surplus de poids, donc une obésité abdominale, bien, l'abdomen, à ce moment-là, va repousser les poumons vers le haut, puis peut contribuer à rétrécir encore plus le volume des poumons. Donc, on appelle ça un syndrome restrictif extra-parenchymateux. Donc, ce n'est pas à cause que le poumon est malade, mais c'est que l'abdomen, qui est plus gros que la normale en raison de l'obésité, va comprimer
le poumon, puis va diminuer la taille du poumon en conséquence. Donc, c'est recommandé d'essayer de maintenir un poids santé pour ne pas rajouter une autre raison d'avoir des volumes pulmonaires plus petits que la normale. On va recommander également de traiter précocement les infections pulmonaires, puisque à l'occasion, rarement les infections pulmonaires peuvent entraîner des poussées de fibrose pulmonaire. Donc, on recommande quand même de les traiter précocement à ce moment-là. On va recommander également de prévenir les infections, puis ça passe par la vaccination, entre autres la vaccination contre la grippe, contre le pneumocoque, puis à ça, on doit également ajouter maintenant la vaccination contre la COVID-19. Je recommande, moi, également à mes patients de demeurer actifs. Puis, sachez que vous pouvez également participer à des programmes de réadaptation pulmonaire structurés. Il y a des programmes de réadaptation qui sont offerts par les CLSC, ce qu'on appelle le traité santé. Il y a également des programmes de réadaptation pulmonaire qui sont offerts dans plusieurs hôpitaux où est-ce que vous pouvez soit vous entraîner dans un centre de réadaptation pulmonaire sur place, supervisé par des kinésiologues, des physiothérapeutes, des médecins, des infirmières, mais il existe également la téléréadaptation dans quelques centres où est-ce qu'il peut y avoir une réadaptation virtuelle avec des intervenants qui sont à distance et vous qui vous entraînez à domicile. Donc, le but de demeurer actif ou de faire de la réadaptation pulmonaire, c'est en fait de gagner en termes d'autonomie puis de diminuer la perception d'essoufflement. Donc, on sait que quand on est essoufflé, bien, on a moins envie de bouger. Et que moins on bouge, eh bien, plus on est essoufflé dès qu'on veut s'activer davantage. On appelle ça un déconditionnement, c'est-à-dire moins on est actif, plus on est essoufflé quand on veut se réentraîner. Je donne souvent l'exemple de la personne qui faisait un marathon, qui parcourait plusieurs kilomètres de marche, de course auparavant, et qui du jour au lendemain a une fracture de la cheville. Mais quand cette personne-là va vouloir recommencer à s'entraîner après plusieurs semaines d'arrêt en raison d'une fracture, bien, il ne sera probablement pas capable de refaire la même distance de course avec la même aisance qu'auparavant, puis il va devoir se réentraîner. Mais c'est la même chose chez les gens qui sont peu actifs. Quand ils vont vouloir s'activer davantage, bien, au début, ils vont être davantage essoufflés, mais on sait que plus ils vont s'entraîner, plus on peut diminuer cette perception également d'essoufflement-là. Donc ça, c'est un des bénéfices qui est bien reconnu de la réadaptation pulmonaire, c'est-à-dire qu'on va améliorer notre capacité à l'effort, notre temps d'endurance à l'effort. Ça va également renforcer nos muscles, diminuer notre sensation d'essoufflement. Ça a démontré également une amélioration de la qualité de vie. Ça facilite l'autonomie, ça aide au maintien d'un poids santé, ça diminue également l'anxiété. Donc, ça a plusieurs bénéfices. L'autre traitement qu'on va également encourager, c'est le traitement du reflux gastro-œsophagien chez les gens qui ont un reflux gastro-œsophagien symptomatique. Actuellement, il y a beaucoup d'études qui ont eu lieu et qui ont encore lieu sur évaluer l'impact du reflux sur la fibrose pulmonaire. Il y a certaines études qui laissent entendre que le reflux pourrait être un facteur de risque de développer une fibrose pulmonaire ou de faire progresser la fibrose pulmonaire, mais c'est encore beaucoup des zones grises dans la littérature. Mais bref, chez les gens qui ont un reflux gastro-œsophagien symptomatique, on recommande de le traiter activement. Par ailleurs, chez les personnes qui ont une saturation, donc un taux d'oxygène au bout du doigt inférieur à 90 % de façon persistante au repos, mais on va également offrir de l'oxygène. Puis également, il faut savoir que la fibrose pulmonaire est souvent associée à de la toux, une toux qui peut être difficile à traiter, mais pour laquelle on peut offrir certains traitements, notamment de la codéine, des sirops antitoussifs. On va également, à ce moment-là, également offrir de traiter des causes potentielles de toux, outre la fibrose pulmonaire, comme traiter le reflux, qui est une cause fréquente également de toux. Donc, sachez que le soulagement de la toux, ça fait également partie de la prise en charge de la fibrose pulmonaire. Maintenant, si on regarde les traitements médicamenteux spécifiques à la fibrose pulmonaire secondaire à la sclérodermie, bien, une des grandes catégories de traitements, c'est les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, c'est des médicaments qui ont pour but de diminuer l'activité des cellules immunitaires qui sont responsables de l'inflammation, dont l'inflammation pulmonaire. Il y a plusieurs choix actuellement qui sont possibles. Je vous dirais que la molécule qui est actuellement le plus utilisée, c'est ce qu'on appelle le mycophénolate mofétyle, qui est également appelé le CELCEP, qui a été étudié dans une vaste étude qu'on appelle la Scleroderma Long Study, puis qui a permis de démontrer que le CELCEP permettait de stabiliser la fibrose pulmonaire chez les patients atteints de sclérodermie.
davantage que chez les gens qui étaient exempts de traitement. D'autres traitements possibles, c'est le mifortique, il y a également le cyclophosphamide, le rituximab, le tocilizumab. Un autre traitement maintenant qui est nouveau, c'est le nintédanib, qui est un traitement en fait antifibrosant. Donc, c'est un traitement qui permet de diminuer la déposition de cicatrices au niveau pulmonaire, puis qui a démontré des efficacités pour ralentir l'évolution de la fibrose pulmonaire. Donc, ça a été étudié, entre autres, beaucoup en fait, ça a été étudié initialement dans la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est une autre sorte de maladie interstitielle. C'est un médicament qu'on utilise depuis plusieurs années pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais il y a également une grosse étude qui a été publiée dernièrement pour des patients atteints de sclérodermie et de fibrose pulmonaire secondaire à la sclérodermie, en fait, qui a également démontré son efficacité en sclérodermie pour, encore une fois, ralentir le déclin de la fonction respiratoire chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire. Donc, ça ne permet pas de guérir les cicatrices, ça ne permet pas de stopper non plus complètement la fibrose pulmonaire, mais ça permet de ralentir le déclin des tests de fonction respiratoire chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire secondaire à la sclérodermie. Maintenant, la transplantation pulmonaire. Bien, la transplantation pulmonaire, c'est une autre option également possible de traitement. Il faut savoir que c'est une option de dernier recours qu'on va offrir seulement chez les gens qui ont une forme avancée de fibrose lorsqu'il y a eu un échec au traitement médical. C'est une option qu'on va surtout considérer chez les gens qui ont moins de 65 ans et qui sont par ailleurs en bonne santé. Il faut savoir que c'est une maladie, c'est en fait un traitement qui est très lourd, une grosse intervention chirurgicale qui nécessite une longue hospitalisation également par la suite, là, qui habituellement avoisine les 3 à 4 semaines. Puis, il faut savoir également qu'on échange une maladie pour une autre maladie, c'est-à-dire que la transplantation pulmonaire nécessite ensuite également un suivi très rapproché, très régulier au centre de transplantation pulmonaire. Ça nécessite également la prise de médicaments anti-rejet au long cours, des médicaments qui ont également des effets secondaires potentiels. Donc, ça nécessite quand même un lourd traitement médical par la suite. Donc, c'est vraiment une option de dernier recours. Il faut savoir également que la survie actuellement de la transplantation pulmonaire n'est pas aussi bonne que pour d'autres organes, comme par exemple le rein. On parle d'une survie à 5 ans d'environ 50 à 60 suite à une transplantation pulmonaire, d'où le fait que c'est une intervention de dernier recours, qu'on va vraiment offrir aux gens chez qui on croit que le pronostic vital, donc la survie est inférieure à 2 ans, chez qui on a tout essayé les traitements et qu'on a eu un échec au traitement. Et l'avantage à ce moment-là d'offrir la transplantation, c'est que si on n'offrait rien chez ces personnes-là, bien, on sait qu'ils vont décéder à court terme, alors que si on les transplante, bien, ça peut nous permettre d'avoir un gain de survie et une amélioration de la qualité de vie pour ce sous-groupe très restreint de patients. Maintenant, peut-être pour terminer, seulement pour dire que la fibrose pulmonaire peut entraîner des fois certaines complications. Puis il faut savoir également quand consulter son médecin lorsqu'on a une fibrose pulmonaire. Donc ça, c'est un petit rappel que j'offre toujours aux patients de notre clientèle lorsqu'on leur présente en fait leur maladie. Bien, c'est de savoir quand consulter, quand appeler à votre clinique, quand appeler votre médecin. Bien, tout d'abord, bien, je pense que c'est important d'appeler votre médecin si vous avez une fibrose pulmonaire et que vous notez une majoration de votre essoufflement, notamment si vous avez une respiration qui est superficielle ou plus rapide, si vous avez de la misère à prendre une respiration complète, si vous êtes obligé de vous pencher par l'avant pour respirer. Également, si vous voyez que vous utilisez vos muscles intercostaux, donc les muscles entre les côtes, si vous voyez que ça creuse en respirant, mais ça veut dire que vous avez de la difficulté respiratoire. À ce moment-là, c'est important de consulter soit à l'urgence, soit rapidement votre médecin. L'autre chose, c'est que s'il y a des signes d'infection pulmonaire, c'est également important de consulter, donc notamment si vous faites de la fièvre, si vous avez des crachats, donc ce qu'on appelle également des expectorations colorées, c'est également important de consulter. Si vous voyez également que vous avez d'autres signes de détérioration respiratoire, comme un bleuissement du bout des doigts, comme je vous montre ici sur l'image de droite, qui me fait penser qu'il pourrait y avoir un manque en oxygène, ce qu'on appelle également une cyanose. Si vous avez des maux de tête fréquents ou des envies de dormir fréquentes, qui pourraient également nous signifier que vous avez peut-être un manque d'oxygène, mais ça vaut la peine également de consulter, d'aviser votre médecin. Maintenant, pour plus d'informations sur cette maladie, bien, vous connaissez déjà le site de Sclérodermie Québec. Sachez également
qu'il y a des sites sur l'Association pulmonaire du Québec qui peuvent vous informer davantage. Il y a également la Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire qui offre des documents d'information sur la fibrose pulmonaire. Maintenant, je remercie quand même pour ma part notre grosse équipe qui travaille pour les patients qui sont atteints de maladies interstitielles à UCPQ. On a la chance pour notre part de travailler avec, moi j'ai la chance de travailler avec 4 autres pneumologues avec moi à la clinique des maladies interstitielles que j'apprécie beaucoup, 2 infirmières également à la clinique. Donc, on est une grosse équipe pour soigner notre clientèle. Puis, j'espère que, en fait, que ça permet en fait d'avoir une bonne prise en charge, puis que ce suivi-là est apprécié en fait des gens parce qu'on peut à ce moment-là être accessible rapidement à tous les jours pour notre clientèle. Donc, je suis disponible en fait pour les questions, mais avant les questions, je vais laisser en fait ma comparse vous présenter en fait un témoignage en fait sur son expérience personnelle en sclérodermie. Puis ensuite, on va pouvoir passer à la portion en fait des questions. En effet, en effet. Pendant votre présentation, Madame Dr Dion, j'ai eu une question, donc j'invite les gens à écrire là, dans le chat de la conférence là, pour poser les questions auxquelles vous n'avez peut-être pas eu réponse pendant la conférence de Dr Dion. Mais sinon, Madame Poirier, je vous laisserai la parole pour les 10 prochaines minutes là, pour vous présenter, là, puis faire votre témoignage là, de votre réalité avec la maladie. Parfait. Tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Donc, moi, c'est ça, officiellement, la maladie, j'ai eu le diagnostic en février 2014. Mais de façon non officielle, on a conclu avec le recul que peut-être ça avait débuté en 2011, alors que je perdais la voix. Vous allez entendre que ma voix est rauque. Donc, ce qui a fait que j'ai consulté, puis je me suis demandé pourquoi ma voix était comme ça. À l'époque, on a dit que, bon, j'avais des nodules sur les cordes vocales, ce qui a fait que c'était causé par les reflux gastriques, entre autres. J'avais 40 ans, donc on ne se posait pas trop de questions. Reflux gastrique, c'est assez commun. On a juste médicamenté les reflux gastriques, puis on a continué. Je vous ramène à 2013, où est-ce que je fais de la course à pied, que j'avais commencé en fait à faire de la course. Et puis, au réveil le matin, je m'apercevais que mes mains, j'avais de la difficulté à les fermer puis les ouvrir. Donc, mais je ne comprenais pas, on n'a pas toujours le souci de comparer la peau de quelqu'un d'autre avec nous. Donc, je pensais que c'était de l'arthrite, mais je me trouvais jeune un peu pour faire de l'arthrite. Donc, avec la course, le vent, mes doigts, ils venaient bleus. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Je vais voir mon médecin de famille. J'étais assez rigoureuse dans mes rencontres. Et là, je lui dis, je ne comprends pas, j'ai les mains bleues quand je fais ma course, ça. Il me dit, ben écoute, c'est simple, c'est du réno. Et puis, je dis, OK, ça fait quoi? Il dit, tes vaisseaux. Je dis, OK, mais pourquoi moi je fais ça puis pas toi? Il dit, je ne sais pas. Il dit, il n'y a pas de raison qui explique ça, mais je dis, OK, on fait quoi? Il dit, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai dit, OK, c'est parfait, j'ai continué. Je ne suis pas de nature hypochondriaque, donc je ne m'énerve pas trop, je continue. Mais ce qui me fatiguait un petit peu plus, c'était l'apparence de ma bouche qui changeait. Puis, je n'ai jamais eu nécessairement des super lèvres pulpeuses, ce qui a fait que ça ne m'énervait pas trop, mais ce qui m'énervait, c'était les ridules autour de la bouche qui me donnaient l'impression d'avoir fumé toute ma vie alors que je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Puis, mais ça me dérangeait beaucoup. Fait que j'ai commencé à me poser des questions. Puis, dans ma malchance de la sclérodermie, si on peut dire comme ça, j'avais dans mon entourage quelqu'un dont sa mère était atteinte de la sclérose depuis plusieurs années. Je connaissais le nom sans connaître la maladie. Puis là, j'y ai demandé, j'ai dit, coudonc, ta mère, c'est vraiment la sclérodermie? Fait qu'elle m'a dit oui. Bon, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai été sur Google Images et j'ai marqué sclérodermie. Et j'ai descendu les photos. Et là, j'ai vu une bouche qui ressemblait à la mienne et j'étais convaincue que c'était la sclérose. Donc, je suis retournée voir mon médecin de famille et j'ai dit, écoute, ça me prend une requête en rhumatologie. Je suis convaincue, c'est sûr, c'est ça que j'ai. Il n'a pas posé de questions. Je suis partie avec ma requête, puis j'ai fait ce que j'avais à faire pour avoir un rendez-vous en rhumatologie à Sacré-Cœur. En fait, à la clinique du rhumatologue. Et puis,
Quand je suis rentrée dans le bureau, il m'a dit « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » J'ai dit « Ben, c'est simple, j'ai la sclérodermie. » Donc, il a dû dire « Mon Dieu, un autre qui s'est autodiagnostiqué. » Mais les minutes qui ont suivi, il a posé les questions qu'il fallait. Puis là, il prenait ma pression. J'avais une autre pression. Fait que là, il a dit « Ben, écoute, ça va-tu? Êtes-vous correct? » Tout ça. Je dis « Oui, oui. » Il dit « Écoutez, Mme Poirier, il dit, pendant que vous êtes devant moi en haute pression, je dois absolument éliminer le risque de crise rénale sclérodermique. » J'ai dit « OK. » Il dit « Si présentement vous êtes devant moi en crise rénale, dans une semaine, vous êtes en dialyse. » J'ai dit « OK, mais je ne comprends pas. » J'ai dit avec la sclérodermie, il dit « On est sûr à 90 » Il dit « Dès que vous êtes rentré dans le bureau, je le savais. » Donc là, mon univers a basculé. J'avais mes 2 jeunes filles, mes 2 ados dans la salle d'attente qui attendaient. Je ne sais pas comment vous dire, à l'époque, la publicité qui passait à la télé sur le cancer, quand les gens tombent sur le dos, c'est un peu ce qu'on vit. Donc, j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. En fait, finalement, je me suis en allée tout de suite à l'hôpital prendre des prises de sang pour confirmer que c'était plus le syndrome du sarreau blanc et le stress qu'il y avait avec ça. Heureusement, je n'ai pas eu de crise rénale. Mais les jours qui ont suivi, ça a été une semaine vraiment de tests où là, on a confirmé l'atteinte digestive, évidemment l'atteinte de l'œsophage, l'atteinte de la peau, l'atteinte fibrose pulmonaire, en fait, l'atteinte des poumons, avec une baisse de capacité respiratoire et tout ça. Tout de suite, j'ai été pris en charge. Tout de suite, j'ai embarqué sur les immunosuppresseurs, le fameux CELCEP. Et puis, j'ai fait 1 an comme ça parce que l'année 1, on est à l'étape d'apprivoiser la maladie, d'apprendre à refaire ce qu'on a à faire, de réorganiser notre vie. Au terme d'1 an, mes poumons ont chuté. Et là, bon, j'avais une baisse assez je vais dire, importante pour qu'on puisse se poser des questions sur l'efficacité du médicament. Et finalement, on a dit qu'il faut faire autre chose. Là, j'ai eu le choix de méthotrexate, cyclophosphamide ou Rituxan. Rituxan, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il n'était pas, en fait, il n'est pas payé. Donc, il faut faire des démarches et tout ça financières. Et puis, il y avait quand même, j'avais comme rôle d'écouter les points de vue de mes médecins. Donc, il y a le pneumo, il y a la pneumo, il y a le rhumato, poser des questions parce qu'il y a des risques inhérents à ces traitements-là. Je suis tout seul, je suis une mère monoparentale avec 2 ados à ce moment-là. Et puis, j'ai une décision à prendre. Puis, j'ai des médecins qui ont des opinions différentes, on va dire, sur la médication. Donc, j'ai dû trancher. Puis, finalement, j'ai fait cyclophosphamide à raison d'1 traitement par 3 semaines en intraveineuse à l'hôpital. Ça a duré 18 traitements, donc 1 an. Et puis, au terme d'1 an, ça s'est stabilisé. Donc, ça, c'est la belle conclusion de ça. Et puis, comme Dr Dion a mentionné, j'ai eu droit à faire de la réadaptation pulmonaire, qui m'a beaucoup aidée parce que ça enlève beaucoup la peur au niveau de la peur qu'on a. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus, on a l'impression qu'on ne peut pas bouger, que si notre saturation baisse, on va tomber puis ça va être fini. Donc, d'enlever toutes ces rumeurs-là autour de ça, puis de refaire un peu, de se rebâtir une vie. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait partie du programme de recherche aussi du nouveau médicament, le nintédanib O5. C'est en 2018 à peu près. Au début, on avait un médicament, on ne savait pas nécessairement si on était pour être placebo ou le vrai médicament. Mais à une certaine date donnée, on nous donnait le vrai médicament. Et dès qu'on a commencé le vrai médicament, j'ai su tout de suite que j'avais eu le placebo avant parce que là, les effets secondaires sont arrivés. Et un des gros effets secondaires du nintédanib, c'est la diarrhée. Malheureusement, dans mon cas, ça a limité, je ne pouvais plus sortir de la maison. Donc, pour moi, ce n'était pas une vie, puis ça ne faisait pas partie de mes choix de qualité de vie, même si je suis malade. Donc, j'ai décidé de me retirer de la recherche. Mais finalement, ça a donné des bons résultats, ce qui fait qu'aujourd'hui, le médicament est offert aux gens en sclérodermie et évidemment qui sont atteints de fibrose pulmonaire. Un petit peu vers la fin, juste avant la pandémie, donc à peu près en 2019, je m'étais informée pour la greffe de cellules souches. Heureusement, ou en tout cas malheureusement ou heureusement, ma maladie est trop vieille pour la greffe de cellules souches. C'est quand même pas une mince intervention non plus. Et aussi, je n'étais pas assez atteinte
pour m'en aller en greffe de cellules souches. Par contre, la médecin que j'avais rencontrée, c'est Dr. Marie Hudson de Général Juif, qui m'avait fait mention d'un nouveau programme qui s'en est, qui était la greffe de cellules mésenchymateuses. Ces cellules-là, c'est des cellules, du cordon ombilical. Et là, moi, j'avais la main levée. Moi, je me fais un devoir de participer à ça tant et aussi longtemps que ma vie n'est pas en péril ou que je ne suis pas une souris de laboratoire. Pour moi, c'est une opportunité. Puis aussi, c'est une question de faire avancer la recherche, oui, mais aussi un privilège de peut-être accéder à quelque chose. Donc, pour aider notre condition. Mais bon, est arrivé ce qui est arrivé, la COVID est arrivée, puis là, le projet de recherche est, j'imagine, sur la glace pour toutes les raisons que vous savez. Donc, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis diagnostiquée. Ma santé est stable. Je suis une personne assez résiliente avec un bon moral. Évidemment, j'ai 2 enfants. Bon, aujourd'hui, c'est 2 jeunes femmes de 20 ans, 23 ans. Mais malgré la maladie, même pendant la chimio, the show must go on. Hein? Tu es malade ou tu n'es pas malade, tu as une maison à faire tenir pareil, tu as de la nourriture à faire. Donner des livres à des filles qui attendent juste ça et qui ont juste ça à faire. Donc, c'est sûr que pour moi, j'ai pas pu, ou heureusement, en fait, que ça m'a donné le petit coup de pied qu'il fallait pour me remonter puis faire ce que j'avais à faire. J'ai juste appris à réorganiser ma vie. Je suis une femme d'affaires un poste de haute direction dans une entreprise familiale, ce qui fait que je n'ai pas eu le choix de ralentir mes activités. Ça, c'est un choc qui n'est pas encore au complet apprivoisé, donc ça s'en vient tranquillement. Je vous dirais mon conseil pour finir, quand vous gérez votre dossier de santé, gérez-le comme si vous géreriez un budget, votre budget, avec autant d'impact, autant de participation que vous pouvez avoir, parce que, évidemment, la maladie, vous le savez, elle est peu connue encore, même dans le domaine médical, même dans le personnel qu'on rencontre. Il faut toujours expliquer ce qu'on a. Puis moi, je me suis donné pour devoir de vraiment, vraiment m'informer parce que je ne voudrais pas que quelqu'un fasse une mauvaise intervention ne connaissant pas la sclérodermie. Puis, et pour cause, mon médecin de famille à qui j'avais demandé la requête en rhumato avait à peine 10 ans de plus que moi. Aujourd'hui, j'ai 50, donc il y a à peine 60 ans aujourd'hui, ne connaissait pas la maladie. C'est moi qui lui ai apprise et c'est moi qui lui ai donné les documents de Sclérodermie Québec. Et finalement, une chance que j'ai été sur Google pour faire les recherches, pour trouver les images et m'auto-diagnostiquer, parce que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai été rapidement, puis j'ai écouté aussi, j'ai écouté mon feeling. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci. Un énorme merci, Mme Poirier, vraiment très touchant. Là, puis ça donne en tout cas de l'inspiration, surtout pour votre ténacité là, en tant que mère et vous avez parlé un peu de votre expérience. Donc, vraiment là, très intéressant. Là, et merci beaucoup là, pour le témoignage. Bienvenue. Merci aussi, Dr. Dion, pour votre présentation. On est maintenant là, rendu à la période de questions. J'en ai 3 déjà d'accumuler, mais là, n'hésitez pas si vous avez des questions, tant pour Dr. Dion que pour Mme Poirier, là, vous pouvez me les écrire, mais je vais déjà débuter avec le partage des questions et je crois que pour l'instant, elles se dirigent toutes vers Dr. Dion. Et on commence avec la première qui est posée par M. Belland. Quelle est l'évolution typique d'une fibrose pulmonaire? Dr. Dion? Oui. En fait, je pense que c'est M. Leblanc. Hein? Je pense que c'est Réal Leblanc. Est-ce que c'est bien ça? Réal Leblanc. J'ai-tu écrit Belland? Pardon. Il n'y a pas de problème. En effet. Donc, en fait, l'évolution d'une fibrose pulmonaire sur la sclérodermie, parce qu'on va parler de la sclérodermie aujourd'hui, c'est très variable d'une personne à l'autre. Comme vous l'avez vu, si on faisait une imagerie à tous les gens qui ont la sclérodermie, mais on retrouverait la fibrose pulmonaire chez environ la moitié des gens, mais ce n'est que le quart de ces personnes-là qui vont vraiment avoir une fibrose évolutive et symptomatique. Si les personnes ont une fibrose pulmonaire progressive, l'évolution qu'on va voir, c'est que les gens vont être de plus en plus essoufflés. Ils peuvent également avoir une toux sèche. Dans les formes avancées de la maladie, ça peut nécessiter des besoins d'oxygène, comme je mentionnais à ce moment-là à la maison. Ça peut amener également, dans les formes très sévères, même au décès. Donc, ça, c'est l'évolution qu'on peut avoir dans les formes très sévères de la maladie.
Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des fibroses plus légères, qui ne nécessiteront pas nécessairement de traitement, qui peuvent rester stables également sur plusieurs années. Donc, l'évolution est très variable d'une personne à l'autre. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va nécessiter un traitement, même s'ils ont une fibrose pulmonaire. Parfait. Je passe à la prochaine de Mme Côté. À quel pourcentage du test de fonction respiratoire pouvons-nous commencer à nous inquiéter et à penser à un traitement? C'est une bonne question. En fait, la fonction respiratoire qu'on va beaucoup regarder de notre côté en fibrose pulmonaire, c'est la capacité vitale forcée. Donc, c'est quand on demande de prendre une grande inspiration, puis on demande ensuite de vider vos poumons. On vérifie la quantité d'air en litres qui va sortir au niveau de vos poumons. Donc, on va être capable de calculer. Ce qui a été démontré, c'est que les gens qui ont une capacité vitale inférieure à 70 de la normale, mais ils ont davantage tendance à progresser, à avoir une évolution moins favorable. Donc, chez les gens qui ont une capacité en bas de 70 on réfléchit davantage, effectivement, on a plus tendance à vouloir débuter un traitement. Ceci dit, après ça, il faut voir, est-ce que le patient a des contre-indications à débuter le traitement? Est-ce que le patient est symptomatique de la fibrose? C'est d'autres choses qu'on va regarder avant de commencer le traitement. Mais si on parle juste du chiffre, effectivement, à partir de 70 de capacité vitale, on commence à penser sérieusement à commencer un traitement pour la fibrose pulmonaire, en sachant qu'une capacité vitale normale, on parle que c'est 80 et plus. Donc, quand on fait un test de fonction respiratoire, on compare toujours avec quelqu'un du même sexe, du même âge, du même gabarit que vous. Puis, on dit que la normale, c'est 80 et plus comme valeur. Donc, nous, c'est lorsqu'on est à 70 et moins qu'on va commencer à considérer sérieusement un traitement. Parfait. Puis, j'invite encore les gens à poser vos questions, mais on serait déjà à notre dernière écrite par Mme Pinard avec un test de fonction respiratoire pour savoir si la fibrose pulmonaire a combien de DLCO, et là, je prends pour acquis que vous comprenez l'acronyme, à combien de cet acronyme-là, ça devient significatif? La DLCO, en fait, pour l'expliquer, parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que ça veut dire la DLCO. En fait, c'est même peu de gens qui comprennent ce terme-là. Donc, la DLCO, c'est la capacité de diffusion en monoxyde de carbone. Donc, ça vérifie la capacité qu'a le poumon, en fait, de prendre l'oxygène, comme je le mentionnais tout à l'heure, et de le faire acheminer, en fait, dans le sang. Ce qui fait que la DLCO, encore une fois, chez une personne normale, on parle de 80 et plus au test de fonction respiratoire. Quand c'est en bas de 80 on considère ça comme abaissé. Ceci dit, la DLCO, donc la capacité de diffusion, peut être abaissée pour d'autres raisons que la fibrose pulmonaire. Entre autres, dans la sclérodermie, ça peut être abaissé dans l'hypertension pulmonaire, qui est une autre complication possible de la sclérodermie. Également, ça peut être abaissé en raison avec de l'anémie. Les gens qui sont anémiques peuvent avoir un abaissement de la DLCO sans qu'il y ait nécessairement de fibrose pulmonaire. On sait que l'anémie, c'est également un peu plus fréquent dans la sclérodermie. Donc, il faut faire attention. Un abaissement de la DLCO ne veut pas nécessairement dire fibrose pulmonaire. Il y a d'autres conditions également qui peuvent amener un abaissement de la DLCO. Parfait. Puis j'en ai deux autres là, dans le chat, plus de la conversation. Et là, pardonnez-moi, Mme Rivet, si je modifie un peu la question, là, mais je veux m'assurer d'essayer d'être le plus d'être sur votre question sans dénaturaliser vos propos. Mme Rivet explique qu'elle a la forme de sclérodermie systémique avec une atteinte digestive, plus précisément là, les reflux gastriques, pardon. Et sa question est la suivante. Est-ce qu'il y a des problèmes de respiration dans la nuit? Est-ce que ça peut avoir un lien direct avec la fibrose pulmonaire? Bon, c'est une bonne question. En fait, la fibrose pulmonaire, habituellement, les symptômes au début de la maladie, on va plus les percevoir à l'effort. Donc, la nuit, habituellement, on est au repos, on est au lit. À ce moment-là, souvent, les gens qui ont une fibrose pulmonaire ne ressentiront pas nécessairement d'essoufflement comme ça au repos. Ça va être plus à l'effort qu'ils vont le ressentir. Ou dans les formes avancées de la maladie, oui, on peut avoir de l'essoufflement de repos, mais dans les formes plus légères à modérées, on n'aura pas d'essoufflement comme ça la nuit, alors qu'en fait, on n'est pas à l'activité physique. L'essoufflement comme ça la nuit peut des fois être secondaire à d'autres choses. C'est sûr que si vous mentionnez que vous avez du reflux gastrique, quand on est couché sur le dos, ça peut augmenter
les épisodes de reflux. Donc, on peut avoir davantage de reflux lorsqu'on est couché sur le dos. Puis quand on a du reflux, bien, on sait que l'acidité peut monter, puis des fois, ça peut redescendre au niveau des branches, également au niveau du poumon. Donc, des fois, ça peut être une source d'essoufflement. Ce qu'on recommande à ce moment-là, c'est de surélever la tête du lit de 30 à 45 degrés pendant le sommeil pour justement éviter ça. L'autre chose, c'est que des fois, la nuit, il peut y avoir de l'apnée du sommeil qui peut donner des impressions d'étouffement nocturne ou de réveil en panique, ce qui fait que des fois, ça peut être également l'apnée du sommeil. Je pense que ça vaudrait la peine d'en parler avec votre médecin pour qu'il puisse vous questionner davantage et essayer d'éclaircir la cause de vos symptômes. Parfait. Puis là, on vient d'en recevoir quelques questions dans le chat. Je vais prendre la question de M. Paquin qui dit qu'il est un ex-travailleur de la construction et qui aurait, à travers son emploi, aurait respiré beaucoup de silice de poussière de béton. Et est-ce que de la respiration comme ça peut avoir un impact sur la fibrose pulmonaire et son développement? Bien, la silice peut donner une fibrose pulmonaire en soi qu'on appelle la silicose, qui va avoir une imagerie particulière, en fait, au scanner, qui va être différente de l'apparence de la fibrose pulmonaire secondaire à la sclérodermie. C'est sûr qu'on croit que les expositions à des poussières ou à des polluants peut être un facteur de risque de développement de la fibrose pulmonaire également. Mais pour l'instant, là, c'est... bref, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Oui, l'exposition à des poussières peut prédisposer au développement de fibrose pulmonaire, mais entre autres, la silice peut prédisposer surtout à la silicose. Mais ça, à ce moment-là, votre médecin peut vraiment, avec l'imagerie déjà, vous donner un bon indice si l'apparence est davantage celle d'une exposition à la silice ou celle d'une fibrose pulmonaire secondaire à la sclérodermie, parce que l'imagerie est habituellement quand même très différente. Parfait. J'ai un monsieur Roy qui est originaire ou qui habite en ce moment en Outaouais et qui voudrait savoir si il y a des ressources, là, où il y a des programmes disponibles de réadaptation pulmonaire de manière virtuelle, surtout en ces temps-ci. Oui. En fait, la meilleure façon, c'est de s'informer à votre médecin qui, lui, va pouvoir vous informer de ce qui existe dans votre région. Nous, à l'UICPQ, on est en train de mettre en place effectivement un programme de téléréadaptation qui a effectivement vu le jour en raison de la COVID. Mais c'est quand même un accès actuellement restreint. Hein. Les programmes de téléréadaptation, il n'y en a pas dans plusieurs hôpitaux. Je ne peux pas vous dire actuellement dans quel hôpital c'est disponible. Il y en a à Montréal, ici maintenant à Québec. Dans l'Outaouais, il faudrait vérifier vraiment avec votre médecin qu'est-ce qui existe actuellement dans votre région. Des fois, les CLSC peuvent être aidants aussi pour répondre à cette question-là. Puis sinon, des fois, le CLSC aussi ont des programmes qu'on appelle le traité santé, où est-ce qu'ils peuvent vous donner quand même un programme que vous pouvez faire à la maison également d'entraînement. Donc, c'est les choses que vous pouvez vous informer. Mais je n'ai pas de site nécessairement Internet, malheureusement, où je pourrais vous référer pour trouver s'il y a des sites de réadaptation pulmonaire virtuelle dans votre région. Parfait. J'ai une question pour Mme Poirier, mais qui va peut-être être aussi, qui va peut-être vous toucher, Dr. Dion. J'ai Mme Côté qui écrit qu'elle elle a une rencontre avec sa mère pour une greffe de cellules souches à Ottawa. Elle est atteinte son atteinte pulmonaire est faible pour le moment. Elle a 63 ans. Et là, voilà la question que je ne sais pas si vous pourrez vous partager la réponse. Croyez-vous que les risques sont trop grands de faire la greffe et à quel point doit-elle être atteinte pour avoir la greffe pulmonaire, si je ne me trompe pas? Oui. Et là, c'est une question qui est explicitement nommée pour Mme Poirier, mais Dr. Dion, Ouais. si vous voulez aussi, là, dépendamment de l'expertise. Peut-être, Dr. Dion, si vous avez une base de théorie là-dessus, vous pouvez prendre la parole. Bien, en fait, j'essaie de lire la question aussi pour essayer de comprendre. En fait, on parle plus de greffe de cellules souches que de greffe pulmonaire, parce que ce que j'en comprends, c'est que l'atteinte pulmonaire est faible. Hein? En effet, c'est ce que je crois comprendre aussi, en effet. Pardon, je déforme la question. Moi aussi, j'essaie de comprendre. Ben, en fait, moi, je pense que ça va être difficile de répondre à cette question-là parce que
Pour ce qui est de la greffe de cellules souches, c'est vraiment très restreint en termes d'accès. Ça doit se faire vraiment dans des centres d'expertise. Il y a encore aussi beaucoup de recherches, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans ce domaine-là. Et puis, effectivement, habituellement, c'est limité aux gens qui ont des formes très sévères, des atteintes systémiques. Maintenant, je pense que l'idéal, cette question-là, ça serait de la poser vraiment au médecin là, qui veut faire la greffe de cellules souches à votre mère, hein, ce que je comprends? Oui, à votre mère. Ce que je comprends aussi. Ça est difficile de se prononcer là, pour ce dossier spécifique-là. Je pourrais peut-être juste ajouter, Xavier, c'est que Allez-y, allez-y. aussi, c'est qu'il y a quand même une chimio assez importante à faire. Et c'est là le risque qu'on m'avait expliqué à l'époque, mais évidemment, tous les cas sont différents et on évolue tous de façon différente. Donc, je pense que ça serait justifié peut-être de parler au médecin de votre mère. Mais c'est sûr que ce qui est peut-être le caractère plus dangereux, c'est la chimio qu'on doit faire pour amener notre système immunitaire complètement à plat pour pouvoir avoir la greffe. Et évidemment, ça prend une maladie qui n'est pas très vieille. Donc, mais là, je ne connais pas tout le dossier, puis je n'ai pas la qualité pour répondre à ça. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question qui va peut-être plus se diriger vers le Dr Dion. Est-ce que le pourcentage obtenu à un test de fonction respiratoire peut varier à la hausse? En fait, oui, en fait, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine fluctuation d'une journée à l'autre. En fait, déjà, si on faisait des petits tests de fonction respiratoire sur des jours subséquents, il peut y avoir des fois certaines fluctuations au niveau de la capacité vitale. Les traitements, parfois, lorsque l'atteinte est surtout inflammatoire et pas tant cicatricielle ou fibrosante, on peut avoir une amélioration également sous traitement qui peut permettre une amélioration des tests de fonction respiratoire. Mais sinon, habituellement, la norme, c'est qu'en vieillissant, on perd tous un peu de fonction respiratoire. Puis la norme, c'est plutôt qu'on va avoir une baisse subséquente, même en bonne santé. Hein, on va noter une baisse de la capacité vitale en vieillissant. Parfait. Puis, je me réfère encore à vous là, pour répondre à la prochaine question. De quoi est-il question lorsque l'on parle de verre dépoli dans un CT scan, de ce que je crois comprendre? Du verre dépoli, en fait, c'est une image effectivement scanographique. Ça a une apparence en fait grisâtre. Je vous disais que tout à l'heure, on voyait là, qu'au scanner, le noir, c'était l'air, hein, puis c'était le poumon normal. Bien, du verre dépoli, c'est quand on va avoir une apparence grisâtre qui va se rajouter sur ce noir-là. Et ça signifie habituellement des zones d'inflammation pulmonaire. Donc, c'est un des signes qu'on peut voir dans la fibrose pulmonaire. Je vous ai mentionné tantôt qu'on pouvait avoir du verre dépoli, on peut voir du nid d'abeille que je vous disais. Je vous disais également qu'on peut voir des réticulations, des fois des bronches qui sont plus grosses que la normale, qu'on appelle des bronchiectasies. Mais le verre dépoli, ça fait partie d'un des signes de fibrose pulmonaire qu'on peut noter au scanner. Parfait. Puis là, je suis juste en train de regarder pour les dernières questions, mais je crois qu'on aurait fait le tour. Sinon. Donc, oui, en effet, je pense qu'on aurait fait le tour là, et ça sera la fin de cette conférence. Donc, je tiens vraiment à vous remercier, Dr Dion, Mme Poirier, pour votre présentation, votre témoignage. C'était très intéressant et je crois que les gens ont aussi très apprécié. J'ai quelques commentaires positifs dans le chat. Donc, encore une fois, gros merci à Dr Dion, à Mme Poirier, à vous les participants et participantes aussi à la conférence. Vous étiez nombreux quand même ce soir, là, donc on est très content à Sclérodermie Québec de voir le nombre de participants et de participantes aussi haut pour une conférence comme ça. Sinon, de mon côté, ce qui me reste juste à faire, c'est de vous dire de rester à l'affût du site web de Sclérodermie Québec et de l'infolettre qui va vous annoncer les prochaines dates des prochains forums patients. Sinon,